Salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle série d'épisodes. Tout d'abord, je tiens à vous informer un peu sur le développement de cette nouvelle série. Je vais parcourir certaines villes, non pas en vrai, sauf pour les plus proches bien évidemment. Il y aura des moments simples et très soft, et pour d'autres parties de l'histoire, nous irons plutôt du côté obscur et surtout sur les choses très glauques qui se sont produites auparavant. Nous allons commencer par une petite anecdote un petit peu rigolote. Pour ceux qui connaissent Paris, oui, parce que c'est de cette ville que nous allons parler aujourd'hui, il y a les transports parisiens. Nous allons parler tout particulièrement du RER. Celui-ci ne devait absolument pas s'appeler comme ça auparavant. Au tout début, il avait vraiment un nom pourri, c'est-à-dire le MERDE. Le merde, exactement. Métro Express Régional Défense Étoile. Celui-ci n'a en fin de compte pas porté ce nom, car ce n'est non pas le responsable ni l'architecte qui s'est rendu compte du problème, mais bel et bien le peintre qui devait inscrire les initiales sur l'une de nos gares. Il s'est rendu compte du problème et l'a donc fait remonter très rapidement. RER, c'est mieux. Passons à une toute autre époque, la place de la Concorde. Vous voyez ce superbe édifice en plein milieu. Est-ce que vous connaissez sa provenance? La suite maintenant. L'obélisque de Luxor. Il vient tout droit d'Égypte et figurez-vous que c'est aussi le plus vieux monument de Paris. Non pas qu'il y ait été construit, mais parce qu'il vient tout droit de l'Égypte. Je m'explique. Sous le règne de Ramsès II, il a été offert par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, en 1830 pour Charles X. Il arriva ensuite à Paris, érigé par le roi de France, Louis-Philippe, en août 1836. L'obélisque trouva enfin sa place en plein centre de la place actuelle que tout le monde connaît. Du haut de ses 23 mètres de hauteur et de ses 230 tonnes, vous aurez également la chance de pouvoir y apercevoir que la paroi est couverte de hiéroglyphes. Car comme je vous l'ai dit précédemment, elle vient d'Égypte et a été construite au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet obélisque est le plus vieux monument de Paris. Le vice-roi d'Égypte avait à la base offert les deux obélisques qui ornaient son temple. Le premier fut choisi par Champollion. Le deuxième n'arriva jamais en France. Mais il a tout de même été officiellement rendu par la France en 1981 sous François Mitterrand. Le bunker. Situé 8 mètres sous terre, il mesurait environ 120 mètres carrés. Le bunker dont je vais vous parler se situe sous la gare de l'Est. Il a été construit par les Français en 1939 et terminé par les Allemands en 1941. Tombé dans le semi-oubli depuis la Seconde Guerre mondiale, il servait à gérer le départ des trains et également une communication secrète entre chaque gare. Il dispose d'une dizaine de petites pièces sous 3 mètres de plafond et appartient actuellement à la SNCF. Toutes les gares de France étaient équipées d'un bunker en cas d'attaque aérienne. Il permettait de continuer à faire la gestion des mouvements des trains, ce que l'on appelle la régulation et l'exploitation des chemins de fer. Ils sont depuis tous disparus, mis à part celui-ci. Le bunker n'est visitable qu'exceptionnellement car il ne supporterait pas les foules. La statue de Jeanne d'Arc est située place des Pyramides dans le 1er arrondissement. C'est l'une des plus célèbres à Paris. Et savez-vous pourquoi? Une statue qui depuis sa création au 19e siècle a toujours été un symbole politique, mais dont l'histoire est inconnue. En fait, ce n'est plus la statue originale que l'on peut voir. Elle fut secrètement remplacée 10 ans après sa création. Après la défaite du pays lors de la guerre franco-prussienne en 1870, la Troisième République veut restaurer la fierté et l'espoir et commande une statue de Jeanne d'Arc, l'héroïne nationale. Et une nouvelle statue équestre à son effigie fut créée à quelques mètres de l'endroit où elle a été blessée en 1429. La statue est donc par la suite inaugurée en 1874.
Mais très vite, la création est critiquée. Le sculpteur Emmanuel Frimiet, qui travaillait sur la deuxième version qui, elle, pour le coup, devait être livrée à Nancy, a décidé de modifier le cheval pour cette autre statue. Secrètement, il fut une nouvelle statue équestre, mais comment le remplacer sans être vu? Telle est la question, Jamy. En 1898, lors de la construction du métro, Emmanuel Frimiet eut une petite idée. Une opportunité unique pour lui. Sans rien dire à personne, il remplaça l'ancienne par la nouvelle, en y passant un petit coup de pinceau, en la recouvrant d'une patine dorée pour cacher la substitution. Voilà comment la statue que vous pouvez apercevoir aujourd'hui, place des Pyramides, n'est pas la même que celle qui a été placée lors de l'inauguration. Non loin de l'île Saint-Louis, un bras de Seine séparait l'île Louviers de la rive droite. C'est un certain Nicolas Louviers qui devint le propriétaire de l'île en 1408. Nicolas Louviers était prévôt des marchands à Paris. Cette île était une île remplie de pâturages, était autrefois utilisée pour les exercices des arbalétiers. Puis elle se dota un temps d'un petit fort et d'une espèce de havre, suite à la demande de monsieur Nicolas Louviers pour donner au roi Henri II un spectacle de siège et de combat naval. Il est probable que la seule construction figure sur le plan de Truchet et Ohio. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, ce petit bâtiment représente le seul bâtiment royal qu'utilisait Henri II. En 1816, l'île était encore inhabitée et servait d'immenses chantiers de bois à brûler pour les Parisiens. Deux ponts le reliaient à la rive droite. Vers 1847, les travaux ayant été ordonnés par Louis-Philippe, le bras de Seine devint actuellement le boulevard Morland. Passons maintenant du côté obscur. Nous nous retrouvons dans le 11e arrondissement devant la prison de la Grande Roquette. Actuellement, elle n'existe plus depuis le 19e siècle. Devant cette prison, il y avait une guillotine. Vous pouvez encore voir les rares traces qui restent de celle-ci, car il reste 5 dalles rue de la Croix-Faubin. Celle-ci permettait de caler la guillotine. Les exécutions se faisaient tard dans la nuit, devant des foules de spectateurs. Il n'y avait pas que cette place où figuraient des guillotines, mais il y en avait bien d'autres sur Paris. Comme par exemple, place de la Concorde, place de la Grève, qui était l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, ainsi que la place Saint-Jacques. La dernière guillotine a bien eu lieu en France, mais celle-ci ne s'est pas produite à Paris, mais plutôt à Marseille, devant la prison des Baumettes. Vous êtes toujours là? Passons à un autre événement tragique. C'est en 1274 que la construction du gibet de Montfaucon fut attribuée à Enguerrand de Marigny. Il était le conseiller du roi Philippe le Bel. Le bâtiment de la mort se fera construire en haut des buttes de Chaumont, parce qu'au XIVe siècle, celui-ci avait les plus hautes collines qui dominaient Paris. Ils l'ont placé là-haut pour s'assurer que les morts soient vus partout. Ils étaient aussi recouverts de chaux blancs pour qu'ils soient encore plus visibles depuis le haut de la colline. La construction sera ensuite modifiée en 1303, passant de vulgaires poutres de bois à de véritables pierres, pour être encore une fois remodelée en 1416 durant la guerre de 100 ans. Après la construction, de Marigny lui-même y fut pendu, sous les ordres de Louis X. Ce bâtiment, aussi appelé la Grande Justice de Paris, fut monté sur un socle rectangulaire, en pierre de brique, d'environ 14 mètres sur 10. Il était constitué de 16 piliers qui mesuraient chacun 10 mètres de haut environ. Les 16 piliers correspondaient aux 16 quartiers de Paris, qui fut instauré à la fin du XIVe siècle. Derrière une porte verrouillable, un escalier de pierre conduisait aux 7 plateformes. Au milieu du piédestal a été construit une cave, où les os des pendus étaient jetés. Entre 1440 et 1460, de nombreuses femmes sont enterrées vivantes sous le règne de Charles IX. Il y avait jusqu'à 80 exécutées simultanément au gibet. Après 1607, un hôpital a ouvert, l'actuel hôpital Saint-Louis. Il a toujours gardé ce même nom depuis sa construction, qui au passage a été construit sur l'ancienne maison des pestiférés. Les nombreuses exécutions
fut réduite par la suite. La dernière exécution au gibet de Montfaucon aura lieu en 1629, car par la suite il sera complètement négligé. C'est tenu là comme symbole de justice royale sur les hautes collines de Paris, jusqu'à sa destruction pendant la Révolution française. En 1823, quelques pierres auraient été retrouvées. Elles auraient par la suite servi à la construction du canal Saint-Martin. C'est pour ça que l'on baptisera l'une des écluses du canal l'écluse des morts. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, que je sache si je dois faire d'autres épisodes ou non. Et si ça vous a plu, j'ai déjà ma petite idée sur la prochaine ville. Salut!